Bonjour à tous et merci au comité d'organisation de la FEF de me donner l'opportunité de vous parler de la guérison virale C à travers un cas clinique. Voici mes liens d'intérêt. Il s'agit donc d'un patient de 41 ans, pardon, cadre commercial, dont l'IMC est à 27, qui déclare une consommation d'alcool quotidienne à 20 grammes en semaine et à 40 grammes le week-end. Son génotype est de type 1A, il a une charge virale à 5,6 log. Le fibroscan est à 9,6 kPa et le fibrotest à 0,45. C'est un patient qui est en échec de plusieurs lignes de traitement. Il a toujours eu une non-réponse. Et là, il vient d'être traité par les nouvelles molécules pendant 12 semaines. Et le contrôle virologique effectué 12 semaines après l'arrêt du traitement confirme la détectabilité et permet de poser le diagnostic de guérison virale. Donc la guérison virale, c'est aujourd'hui un objectif tout à fait atteignable pour la majorité des patients, puisque vous le savez, on guérit 95 à 98% des patients grâce à ces nouvelles molécules depuis 2014-2015. Et le deuxième objectif, objectif du traitement, c'est finalement, d'une part, la stabilisation, voire la régression des lésions de fibrose, et d'autre part, le cas échéant, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration du pronostic lié à l'hépatite C et des manifestations extra-hépatiques. Donc la réversibilité de la fibrose, elle est établie depuis maintenant plusieurs années et on la constate en fonction des études avec une fréquence de 50 à 60%. Elle augmente avec le temps et on a aussi décrit, vous le savez, des régressions de cirrhose qui supposent la perte d'au moins 2 poids de fibrose là pour pouvoir poser cette entité, mais c'est quelque chose qui est rapporté, qui est très important. De même, pour l'amélioration de la qualité de vie, il y a un certain nombre d'études qui ont évalué ces points, historiquement avec les anciens traitements et puis avec les nouvelles molécules. Et de la même manière, on constate qu'à travers les questionnaires dédiés pour évaluer la qualité de vie ou à travers l'évaluation de la productivité au travail et de l'activité en général, une amélioration de ces paramètres, que les patients aient une fibrose minime à modérée ou qu'ils soient au contraire F3, F4, ce qui est un point très important. Et c'est vrai qu'en discutant avec nos patients, c'est quelque chose qu'on constate très régulièrement. Et enfin, c'est l'amélioration sur le plan du pronostic de la maladie. Et là aussi, on a quand même beaucoup de données maintenant qui le confirment et montrant une diminution grâce à la RVS du décès chez ces patients, une diminution du risque de carcinome hépatocellulaire à 5 ans et pour les patients cirrhotiques, une diminution du recours à la transplantation hépatique. Et puis plus récemment, certains auteurs se sont focalisés sur certains points et ont mis en évidence une amélioration du risque cardiovasculaire au sens de façon globale. Et donc là, vous avez les résultats d'une étude rétrospective américaine qui a été menée auprès de près de 17 000 patients VHC+, traités par les nouvelles molécules, comparé à un peu moins de 160 000 patients VHC+, non traités. Et après un ajustement sur le temps de suivi, il était mis en évidence chez ces patients une incidence, une diminution du ratio d'incidence chez les patients traités en termes de survenue d'événements cardiaques, qu'ils soient cirrhotiques ou non cirrhotiques. Et ces données ont été également rapportées grâce à la cohorte française CIRVIR, dont on a beaucoup entendu parler sur cette AFF. Et donc là, il s'agissait de près de 900 patients. Et vous voyez que le fait d'avoir une réponse virologique soutenue, ça diminue de façon significative le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Et hier, on vous a rapporté les résultats d'une étude ancillaire qui s'est intéressée, toujours dans la cohorte CIRVIR, là aux événements cardiovasculaires majeurs. Donc il s'agissait entre autres d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, d'artériopathie oblitérante sévère des membres inférieurs. Et là, le fait d'avoir une RVS diminuait de façon significative le risque de survenue de ces événements cardiovasculaires majeurs, puisqu'il était de 1,3% versus 9,8% en l'absence de RVS. Et bien évidemment, l'absence de survenue de ces manifestations cardiaques majeures impactait la survie à 5 ans de façon significative, comme vous pouvez le constater. Et ce qui était intéressant, c'était d'essayer, grâce à cette étude, d'identifier des facteurs de risque de survenue de ces événements cardiaques majeurs, avec bien évidemment des facteurs de risque cardiovasculaires comme une hypertension artérielle et un tabagisme actif, la sévérité de la cirrhose avec une albumine inférieure à 36 grammes par litre, et peut-être, mais là c'est avec beaucoup de réserve puisque l'effectif était très restreint, il s'agissait de 11 patients, peut-être l'origine asiatique des patients. Donc, quel suivi proposer à ce patient ? Un maintien d'une surveillance virologique jusqu'à 48 semaines après l'arrêt du traitement antiviral. 2, surveillance des marqueurs non invasifs de fibrose pendant 1 an. 3, surveillance au long cours. 4, aucune surveillance compte tenu de la guérison virale. Donc, comme Dominique, je vous laisse réfléchir quelques secondes.
Donc les réponses sont celles-ci, c'est le maintien d'une surveillance virologique jusqu'à 48 semaines comme proposé par les recommandations européennes et la mise en place chez ce patient qui est F3 d'une surveillance au long cours. Donc quel patient en fait nécessite un suivi après la guérison? Donc il y a une évidence sur les patients cirrhotiques. Donc bien évidemment, vous savez tous que la cirrhose augmente le risque de cancer du foie et la guérison virale ne veut pas modifier cet élément-là. Et ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il faut également appliquer ces mêmes mesures aux patients F3, comme le soulignent ces études qui sont pour la première ancienne, qui date de 1999. Vous voyez que les patients on n'a pas de pointeur, mais les patients F3 ont un risque de survenue du carcinome hépatocellulaire qui est supérieur aux patients avec fibrose minime, et ça avait été retrouvé également par analogue plus tardivement. Et dans les recommandations européennes de prise en charge du dépistage du carcinome hépatocellulaire qui avait été émise en 2012, il était aussi souligné la nécessité de dépister les patients avec hépatite C et F3 dans ce cadre. Et vous savez, je ne vais pas les détailler puisque vous les connaissez, mais que ça fait partie des recommandations de la FEF sur la nécessité de maintenir un suivi à long terme pour les patients avec entre autres le dépistage du carcinome hépatocellulaire pour les patients présentant une fibrose extensive comme une cirrhose. Donc l'éradication virale C, c'est bien évidemment une libération pour les patients. On retrouve le sentiment de ne pas avoir de maladie, comme avant le traitement d'ailleurs, mais l'impression d'un corps sain, un esprit libéré des inquiétudes quant à cette épée de Damoclès que constituait le virus, le retour à une vie peut-être plus heureuse, et du coup peut-être la voie libre aux comorbidités avec des consommations d'alcool qui pourraient reprendre, une alimentation peut-être mal contrôlée, amenant un surpoids, voire une obésité, et la reprise éventuellement ou la poursuite de produits. Donc le poids des comorbidités, c'est un point qui est abordé depuis quelques années, là aussi. Et cette étude-là a été publiée cette année. Elle avait été rapportée, je ne sais plus si c'était à l'EASL ou à la SLD l'année dernière. Et donc c'est une étude de la base PMSI de 2008 à 2012. C'est une étude française s'intéressant aux adultes hospitalisés au moins une fois pendant cette période, avec un recueil d'informations sur l'hépatite C, les désordres liés à l'alcool et les comorbidités, dont la co-infection par le virus B, la co-infection par le VIH, l'existence d'une transplantation d'organes. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une consommation d'alcool qui est assez marquée, ce qui apparaît en rouge sur cette partie. La diapositive est un peu chargée, je suis désolée, j'avais peur d'en avoir trop. Donc on voit en rouge la consommation d'alcool retrouvée ou déclarée chez les patients hospitalisés. On voit que chez les patients, quand on compare les populations hépatite C positive et hépatite C négative, on a la présence de désordres liés à l'alcool qui est 10 fois supérieure chez les patients, quasiment chez les patients VHC+, et la présence de plus d'une comorbidité sévère avec une fréquence de 56% contre près de 29% chez les patients VHC-. Ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a de façon non surprenante plus d'événements liés de ce fait aux maladies du foie chez ces patients. Et ces événements liés au foie, il s'agissait d'hépatopathie au stade terminal, de survenue d'un carcinome hépatocellulaire et le recours à la transplantation. Et donc vous voyez que pour la population des patients hospitalisés VHC+, on était à 19% d'événements liés au foie contre 1,8% pour les patients VHC-. Et par ailleurs, la fréquence la mortalité intra-hospitalière était plus marquée chez les patients VHC+, puisqu'on était à 13,5% versus 5,2%. Et de façon un petit peu résumée sur l'histogramme, vous voyez bien que la présence à la fois d'une consommation excessive d'alcool et de comorbidité augmente de façon très marquée la survenue d'événements liés au foie, la mortalité intra-hospitalière comparée aux patients qui n'ont pas de comorbidité ni de consommation d'alcool chez les patients VHC+. Donc ces éléments-là sont à prendre en considération en parallèle de la prise en charge thérapeutique virale et dans le suivi éventuel des patients après guérison. Et il avait été démontré et publié en 2016 par l'équipe de Pierre Nahon que le syndrome métabolique avait un impact également chez ces patients en augmentant le risque de carcinome hépatocellulaire. Et on voit là, comparé sur la courbe, en rouge les patients qui n'ont pas de réponse virologique soutenue et en rouge foncé les patients. Donc ces patients ont un risque, la différence n'est pas significative entre ces deux groupes, un risque nettement supérieur à ceux des patients qui ont obtenu une réponse virologique soutenue, qu'ils aient ou non un syndrome métabolique. Mais vous voyez aussi que chez les patients guéris, la présence
présence d'un facteur métabolique augmente le risque de survenue d'un carcinome hépatocellulaire au fil du temps. Donc, notre patient bénéficie d'un suivi régulier et à la date d'un an après l'arrêt du traitement antiviral, ce patient garde sans surprise une charge virale indétectable. Son TP est à 85%, les plaquettes sont à 104 000, le fibroscan s'est majoré, il est passé à 13,6 kPa, de même que le fibrotest qui est à 0,63. Donc, chez ce patient, quel suivi lui proposer? 1, dépistage d'une hypertension portale. 2, échographie abdominale semestrielle au long cours. 3, surveillance virologique au long cours. 4, aucune surveillance compte tenu de la guérison virale. Donc, un petit temps de réflexion. Voici les bonnes propositions. Donc, effectivement, chez ce patient, il conviendra de dépister une hypertension portale, de même qu'effectuer un dépistage du carcinome hépatocellulaire. En effet, dans cette étude, pour illustrer le choix de ces propositions, je vous rapporte les résultats d'une étude espagnole intéressante qui s'est consacrée à évaluer les modifications hémodynamiques de façon très large. Mais moi, je n'ai retenu que les éléments concernant le gradient de pression hépatique, mais il y avait aussi une évaluation sur le plan cardiaque. Et donc, 198 patients présentant un gradient de pression hépatique supérieur à 10 ou égal à 10 mm de mercure étaient inclus dans cette étude. Il s'agissait pour 80% d'entre eux de patients Child A, 70% avaient des varices œsophagiennes et 30% avaient un ou plusieurs antécédents de décompensation de la maladie hépatique. 86% d'entre eux avaient un génotype 1 et donc il s'agit de la période thérapeutique était aux alentours de 2015 et donc les durées de traitement n'étaient pas essentiellement de 12 semaines, mais quand même 3/4 des patients ont reçu 12 semaines d'antiviraux directs associés dans 80% des cas à la ribavirine. Et comme vous pouvez le constater, sur la partie gauche de la diapositive, on a une diminution. Donc l'évaluation a été faite à baseline, et puis 6 mois après l'arrêt du traitement du traitement antiviral, donc à S24. Et donc vous voyez qu'entre le début du traitement et 6 mois après l'arrêt du traitement, on a une diminution constatée et significative du gradient de pression qui passe de 15,8 à 13,8. Et on constatait cette diminution du gradient de pression, finalement, quelle que soit la catégorie de patients, que les patients soient supérieurs ou égal à 10 mm de mercure, supérieurs ou égal à 12 ou supérieurs ou égal à 16. Et même s'il y a cette diminution du gradient de pression, vous voyez que 83% des patients conservent un gradient de pression supérieur ou égal à 10, ce qui les expose à des risques de décompensation de la maladie hépatique et un risque d'hypertension portale symptomatique, justifiant le dépistage des varices œsophagiennes s'il n'avait pas été fait avant. Le risque de cancer du foie, on l'a déjà évoqué, perdure après la guérison, s'il existe des lésions de fibrose extensives ou s'il existe une cirrhose. Et récemment, l'AESL a été rapporté, toujours dans le cadre de l'étude CIRVIR, des résultats intéressants. Les auteurs se sont attachés à identifier des facteurs prédictifs de carcinome hépatocellulaire au sein de cette population cirrhotique après la guérison. Et donc, il y a deux champs. Le premier, c'est celui de l'identification de deux paramètres pré-thérapeutiques, qui sont le taux de prothrombine et l'âge. Et vous voyez que les patients, donc après réponse virologique soutenue, donc ça sont et on reprend les valeurs à l'initiation du traitement. Donc les patients ayant un TP inférieur ou égal à 85%, ces patients-là, même après guérison, ils appartiennent à un groupe pour lequel le risque de développer un carcinome hépatocellulaire est important. Pour les patients ayant un TP supérieur à 85%, là, l'âge va moduler les choses et vous voyez que les patients qui ont un âge inférieur ou égal à 50 ans, à l'initiation du traitement, un TP supérieur à 85%, chez eux, le risque est faible, mais il n'est pas nul. Et les patients ayant un TP supérieur à 85% et un âge supérieur à 50 ans appartiennent à un risque modéré. Deuxième catégorie de critères, donc ça sont les critères biologiques, plaquettes et gamma-GT au moment de la RVS, donc 12 semaines après l'arrêt du traitement antiviral. Et donc vous voyez que les patients ayant une thrombopénie inférieure à 90 000 ou égale à inférieure à 90 000, ces patients ont un risque important de développer un carcinome hépatocellulaire, alors que les patients pour lesquels les plaquettes sont supérieures à 90 000 et chez qui
les gamma-GT sont normales, ces patients appartiennent à un risque faible, les autres ayant un risque modéré. Pour autant, donc, ça permet de peut-être d'insister sur le message de peut-être plus auprès de certains patients, mais bien évidemment, ça ne dénote pas du dépistage semestriel du carcinome hépatocellulaire pour les patients qui auraient un risque plus faible. Mais je pense que ça peut être intéressant parfois pour, j'allais dire rassurer, mais il y a des patients qui sont extrêmement inquiets de ce risque de survenue d'un carcinome hépatocellulaire, et peut-être que ces éléments-là peuvent être intéressants dans la relation et l'interaction avec le patient. Donc, revenons à notre patient. Il fait donc l'objet d'un suivi au long cours, semestriel, avec un dépistage du carcinome hépatocellulaire. Malheureusement, au fil du temps, malgré les recommandations et les messages répétés vis-à-vis de l'alcool et du surpoids, les choses ne changent pas. Il boit toujours de la même manière, et peut-être plus d'ailleurs, mais enfin en déclaré, c'est identique. Et son poids augmente. Il a un IMC désormais qui est à 29, une hémoglobine glyquée qui est à 6,8%, et des transaminases qui ne sont plus normales et qui sont là, sur ce bilan-là, à 2,5 fois les valeurs normales. Donc, quel bilan proposer à ce patient? Dépistage d'un syndrome métabolique, réalisation d'une IRM hépatique, d'un bilan biologique en troisième proposition, ou pas de bilan biologique complémentaire. Donc, les réponses sont celles-ci. Le dépistage d'un syndrome métabolique, ça s'impose parce que ce patient grossit au fil du temps. Il a une intolérance aux hydrates de carbone, et il est important de s'assurer qu'il ne soit pas hypertendu, qu'il ne soit pas dyslipémique et qu'il n'appartienne pas à cette catégorie de patients ayant un syndrome métabolique, ce qui est quand même très probable. L'IRM hépatique, elle peut trouver son sens pour deux raisons. Il est en surpoids et peut-être que l'échogénicité n'est pas optimale. Et puis par ailleurs, ça permettra de mieux évaluer l'existence ou non d'une stéatose, et si elle existe, de la quantifier. Je trouve que c'est un paramètre toujours intéressant pour les patients, notamment s'ils font l'effort de mettre en place des règles gynétiques, de voir diminuer leur concentration intrahépatique, l'importance de la stéatose. Et si l'échogénicité n'est pas optimale, c'est surtout le moyen de mieux dépister, notamment si le foie est très hétérogène, un carcinome hépatocellulaire. Et le bilan virologique, il va s'inscrire dans un bilan plus large de cytolyse, puisque ce patient avait des transaminases normales et présente une cytolyse. Donc on va recontrôler les transaminases, mais si elles persistent, ce qui a été le cas chez ce patient, il faut donc faire le bilan de cette cytolyse, et au sein duquel viendra s'inscrire le bilan virologique. Et chez ce patient, on va en fait retrouver donc de nouveau une charge virale détectable et un génotype 1A. Et l'entretien repris avec le patient va mettre en évidence un facteur de risque vis-à-vis d'une éventuelle recontamination, à savoir des pratiques sexuelles à risque dans le cadre de chemsex. Et donc se pose chez ces patients guéris la question de la réinfection qui doit être réabordée, et elle concerne deux catégories de patients. Celle qui vient à l'esprit en premier lieu, et c'est celle des usagers de drogue. On les a longtemps stigmatisés sur ce risque potentiel de réinfection, et utilisant cet élément-là comme un argument pour ne pas les traiter. Aujourd'hui, on sait que d'abord ces patients-là, on les traite comme les autres, avec les mêmes résultats, et qu'ils ont un risque de réinfection qui finalement n'est pas si élevé que ça. Et ça, c'est lié aussi à la mise en place des traitements de substitution, l'encadrement de ces traitements, de la délivrance de ces traitements de substitution, et le maintien d'un discours de réduction des risques au long cours. Et donc là est évaluée dans cette étude norvégienne l'incidence annuelle de recontamination dans cette population à 4,7% patients année. Ce qu'on retrouve dans l'étude une étude plus récente donc internationale, qui était l'étude thérapeutique donc pour les MSD pour les patients usagers de drogue, qui montrait là aussi qu'on avait des très bons résultats et un taux de réinfection qui était bas, puisque de 3,4% personnes année. Alors que la réinfection est beaucoup plus importante dans la population des hommes ayant des relations avec les hommes, homo ou bisexuels, et avec un risque de réinfection dans la littérature qui est plutôt aux alentours de 7 à 8% patients année, donc quand même 2 fois plus quasiment que les usagers de drogue. Et là, simplement, cette diapositive, elle souligne qu'après une première hépatite C guérie, vous voyez sur la courbe le taux de proportion, le pourcentage de patients vivant sans réinfection, et avec des patients qui se réinfectent 4 fois, et donc qui, pour certains, en sont, alors il n'y en a pas beaucoup, fort heureusement, mais à leur 5e hépatite
l'hépatite C. Et donc cette population-là, elle est aujourd'hui difficile à atteindre parce que ce sont des personnes qui ont effectivement des pratiques sexuelles à risque dans le cadre du chemsex, qui ne se considèrent pas comme étant usagers de drogue, dépendants, toxicomanes. Et ce terme de toxicomane, effectivement, ne leur correspond peut-être pas tout à fait bien. Mais je pense qu'il y a une nécessité absolue d'avoir un discours de réduction des risques auprès de ces populations, en travaillant avec les infectiologues et probablement les associations de type LGBT, donc qui interviennent auprès des populations ayant effectivement des pratiques sexuelles à risque. Et de ce fait, les recommandations de la FEF sont en faveur d'un dépistage et de régulier chez les patients présentant des risques permanents, enfin qui perdurent, tant dans l'usage de drogue que dans le groupe des patients ayant des comportements sexuels à risque. Ce dépistage devant bien évidemment se faire par l'ARN et non pas les anticorps qui sont, eux, toujours positifs, bien évidemment. Donc pour conclure, qui surveiller chez un patient éradiqué? Les patients ayant une consommation excessive d'alcool, ayant un syndrome métabolique, et là, il faudra s'attacher à faire un dépistage de la fibrose. Les patients ayant des pratiques à risque, par injection ou sur le plan sexuel, et là, le dépistage sera celui avant tout de la réinfection. Et donc après le parcours et l'accompagnement du patient du dépistage jusqu'au traitement et à la guérison, je crois qu'on a notre rôle à jouer en tant qu'hépatologue dans l'après-guérison en ayant une vigilance vraiment importante et armée en termes de dépistage, d'une part du carcinopathie cellulaire chez les patients F3, F4, du dépistage de la cirrhose et du carcinopathie cellulaire chez les patients consommant de façon excessive de l'alcool et en surpoids, obésité et ou diabète, et un dépistage de la réinfection dans les groupes à risque sur le plan sexuel et d'usage de drogue. Je vous remercie.